la d'un côté, la sédimentologie de l'autre, la stratie de l'autre, la géologie structurale, enfin presque toutes les autres disciplines fondamentales. Mais sans préciser ni les lieux, ni les âges, ni rien du tout. Alors que lorsqu'on aborde la géologie du Maroc, ça veut dire que tout ce qu'on vous a appris dans les autres disciplines, on va le localiser sur notre territoire, que ce soit du point de vue géographique que du point de vue stratigraphique, c'est-à-dire du point de vue âge. Alors, ce qui fait qu'on va parler des événements, on va parler des événements orogéniques qui ont structuré le Maroc, c'est-à-dire l'histoire du Maroc du point de vue sédimentologique, c'est-à-dire le dépôt des formations, les transgressions, les régressions. On va parler donc des événements orogéniques, c'est-à-dire les événements un événement orogénique, c'est-à-dire c'est une compression. Donc c'est la genèse des chaînes de montagne. Donc on va étudier et le côté structural, c'est-à-dire tout ce qui est des formations, tout ce qui accompagne ces grands événements tectoniques du point de vue magmatique, métamorphique, etc., leur âge, leurs caractéristiques. Ce qui fait que c'est un peu dommage de commencer avec ce module parce qu'il faut quand même avoir des prérequis, mais bon, peu importe, donc on va essayer quand même de faire ce qu'on peut. Je vais juste vous dire que normalement, cette partie de la géologie du Maroc, en fin de compte, c'est quelque chose, c'est un petit peu une conclusion de toutes vos études sur la géologie. Et croyez-moi, lorsque nous, on faisait des études dans nos licences, la géologie du Maroc, elle comprenait tout un semestre. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'on appelait à l'époque la géologie 4, G4, la géologie du Maroc, c'est 50% du programme. Parce que on aborde les cartes du Maroc dans les TP, on aborde toutes les roches du Maroc dans les TP, il y a beaucoup de TP, donc il y a beaucoup de cours, etc. Alors maintenant, bon, on l'a réduit au maximum, vraiment au maximum. Donc, dans ce cours, vous allez bien remarquer que vraiment, c'est un résumé du résumé. D'accord? Alors, donc, on va essayer. Je vous rajoute aussi une autre chose, c'est que jusqu'à maintenant, en tant que géologue, ou bien en tant que des gens qui s'intéressent un petit peu à la géologie, soit que ce soit de près ou de loin, normalement, je vais vous dire une chose que vous allez rappeler une fois après avoir vu ce module et après, peut-être même à partir de l'année prochaine. Parce que déjà, au niveau des mémoires de fin d'études, vous allez voir la grande utilité de ce module. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez faire votre stage ou bien votre rapport, même pour l'avenir, pour votre travail, vous allez travailler sur un coin au Maroc, en fin de compte. Donc, vous êtes obligé de travailler au Maroc. L'âge de la formation, les grands événements, que ce soit sédimentologiques, structuraux ou bien magmatiques, qui ont eu lieu dans cette zone où vous allez travailler. Donc, vous allez toujours faire appel ou bien vous avez toujours recours à la géologie du Maroc, c'est-à-dire à ces cours. En fait, c'est un cours qui va vous accompagner toute votre vie. On vous donne juste les points clés, mais à partir de là, c'est quand même un grand départ pour faire votre recherche après. Une autre chose, c'est que jusqu'à maintenant, lorsque vous faites vos voyages au Maroc, donc vous voyagez, vous regardez les montagnes, il faut beaucoup faire attention. Mais croyez-moi, une fois après ce module, bien sûr, pour ceux qui, bien sûr, qui aiment la géologie, votre vue, la façon dont vous allez voyager, dont vous allez regarder les paysages, ça va changer complètement. Parce que lorsque vous regardez toujours dans un paysage, vous allez chercher à savoir quelle est sa nature lithologique. C'est un calcaire, c'est un grès, c'est des argiles, c'est etc. C'est des roches métamorphiques, c'est magmatique. Et la deuxième question qui viendra à votre esprit toujours, c'est à quel événement il est lié? C'est-à-dire quel est son âge? À quel événement elle est associée cette formation. Donc, vous allez voyager autrement, et ça, je vous le garantis, et vous allez me le dire après. Bon, voilà, donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, et j'espère quand même qu'on se verra le plus tôt possible, donc là, dans un amphithéâtre, parce que comme vous le savez, ça, on le fait juste du dépannage, mais personnellement, je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure solution, mais bon, peu importe. Comme je l'ai dit, c'est un dépannage. La meilleure des choses, c'est qu'on se voit ensemble, voilà, qu'on travaille ensemble. Bon, alors, donc on va commencer ce cours. Donc, ce cours, il comporte, et avant même de le commencer, vous savez, il y a quelqu'un, j'entends un micro, est-ce que vous pouvez les éteindre, s'il vous plaît? Parce que tu es sur le chat. Allez, si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît.
Alors, que ce que je disais, normalement, nous avons la chance au Maroc, c'est que nous sommes, ou bien nous appartenons à un pays dont on trouve toutes les formations depuis le précambrien jusqu'à l'actuel. Chose qu'on ne trouve pas dans la majorité des pays dans le monde. Je vous donne par exemple, bon, l'un des pays que je connais un petit peu, c'est la Tunisie. Ils n'ont pas de précambrien. Ils ont un petit peu du paléozoïque et le reste, c'est de l'ère secondaire et tertiaire. L'Espagne, le Portugal, la même chose. Ils ont essentiellement le paléozoïque et quelques très petits bouts du précambrien. Donc, s'il vous plaît, j'entends toujours un micro. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Bon, sauf si vous avez vraiment quelque chose à me dire, si vous avez un petit problème technique ou quelque chose comme ça. Voilà, donc, comme je viens de vous le dire, d'ailleurs, les plus grands pionniers de la géologie du Maroc, c'est-à-dire les grands fondateurs, parmi eux, il y a un certain qu'on appelle Schubert, sur lequel nous allons revenir beaucoup dans ces cours. C'est que presque toutes les cartes du Maroc, c'est lui qui en est l'initiateur. Donc, c'est lui qui a appelé le Maroc le paradis des géologues. Parce que, il y a, comme je viens de vous le dire, donc l'affleurement de toutes les formations depuis le précambrien jusqu'à l'actuel, mais aussi le fait qu'une grande partie des terrains sont bien dégagés, donc l'étude elle est facile. Alors que dans certains autres pays où il y a beaucoup de forêts, c'est pas toujours facile de trouver les affleurements. Voilà, alors donc on commence notre cours. Donc c'est un cours qui va donc comporter trois parties. Donc tout ce qui est précambrien et les grands événements qui ont eu lieu dans cette ère. Et puis vous avez l'hercynien, c'est-à-dire tout le paléozoïque et l'orogenèse hercynienne, qui vous sera enseigné donc par Madame Erdel. Et puis le reste, c'est-à-dire tout ce qui est l'ère secondaire et tertiaire, tout ce qui est l'orogenèse alpine ou bien athlasique, ça serait Monsieur Igmol. Voilà, donc nous on aborde le précambrien. Alors, c'est quoi le précambrien? C'est-à-dire pré, c'est ante, c'est-à-dire avant. Avant le cambrien. Alors, pourquoi on a pris ce repère de cambrien? Alors, le cambrien, parce que on considère que c'est la vie, c'est-à-dire la vie des pluricellulaires, des organismes qui bougent, qui ont des fonctions. Leur apparition, elle est commencée à partir du cambrien. Alors, à partir de là, on considère que le cambrien, c'est un petit peu la clé, c'est une limite importante en se basant sur la vie. Alors, tout ce qui est avant, on l'avait considéré du précambrien, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de vie. Mais, alors, donc, l'âge, normalement, l'ère précambrien, ça commence, normalement, son début, c'est la naissance de la Terre. Donc, ça serait en quelque sorte 4,6 milliards d'années, ou bien voilà, 4600 millions d'années, jusqu'à 542, c'est-à-dire le début du Cambrien. Alors, l'âge radiométrique de l'uranium-plomb ou bien du rubidium-strontium, ceci vous allez le voir en géochimie, des météorites, c'est-à-dire donc vous savez des blocs qui viennent un petit peu partout de l'espace et qui tombent sur la Terre, ils nous ont donné les âges les plus anciens qu'on a obtenus à partir de ces météorites, c'est la même chose, c'est 4600 millions d'années. Alors, les roches les plus anciennes sur la Lune qui ont été donc récoltées par la mission Apollo, déjà à partir des années 60, nous a donné également les mêmes âges. Alors que sur Terre, ces âges, on les a obtenus donc sur surtout notamment les deux isotopes du plomb 207, 204 ou bien du 106, 204, peu importe, donc dans les minerais de plomb. C'est-à-dire le plomb sur Terre, et nous a donné les mêmes âges. Donc on se retrouve un petit peu dans la même tranche. Les météorites qui viennent de l'espace, la Lune, la Terre, ça veut dire que tout ce système s'est formé très très probablement pendant la même période. Voilà, alors donc l'histoire du précambrien, c'est normal, elle est très peu connue, ce n'est pas comme le paléozoïque, comme vous allez le voir par la suite, ou bien le mésozoïque ou le cénozoïque, où nous avons beaucoup de fossiles, donc on peut faire beaucoup de subdivisions, on peut faire déterminer les milieux de dépôt pour les sédiments, ou bien de vie pour les animaux, etc. Alors que dans le précambrien, c'est pas facile,
Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'organismes et ce sont des terrains qui ont subi beaucoup de formations, de déformations, beaucoup d'événements orogéniques, ce qui fait que les corrélations ne sont pas faciles à faire. Alors, le précambrien, juste pour que vous voyez un petit peu la grandeur de cette ère, regardez une montre si on part par exemple de 0 heure jusqu'à 24 heures en allant de la droite vers la gauche. Alors, le précambrien, si on commence par exemple à 24 heures, donc ça fait le tour jusqu'à 21 heures. D'accord? Jusqu'à 21 heures. Donc ici. Donc on fait le tour depuis. Donc vous avez 24 et voilà. Donc nous avons, je vais revenir sur ceci tout à l'heure, la première partie du précambrien, la deuxième et puis vous avez la troisième. Donc tout ceci c'est le précambrien. Alors que le reste, c'est l'équivalent de 3 heures. Si on considère que l'âge de la Terre, c'est 24 heures. Ce n'est même pas 23 heures. Alors, regardez bien, le précambrien, il couvre environ les 9 dixièmes du temps écoulé depuis la formation de la Terre jusqu'à maintenant. Les 9 dixièmes. Et malheureusement, sur ces 9 dixièmes, que je vous l'ai dit tout à l'heure, vu déjà l'affleurement, les affleurements qui sont pas toujours très bons à travers le monde, et vu les déformations, on va le voir par la suite, ce qui fait qu'on ne connaît pas grand-chose sur l'histoire de la Terre. Le reste, c'est un petit peu ces 3 heures où il y a l'ère primaire, vous voyez, donc c'est depuis 21 heures jusqu'à 23 heures, et puis vous avez le reste, bon, c'est presque rien du tout. Donc voilà, ce sont des choses très très importantes à retenir dans vos têtes. C'est-à-dire déjà, ayez une idée sur l'ampleur des grands airs, c'est-à-dire les précambriens, primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, etc. Alors, il y a aussi une chose que je tiens à vous dire, donc, avant de vous parler de la subdivision du précambrien, c'est que vous êtes obligé quand même de d'avoir une idée sur les chiffres, c'est-à-dire les âges. Parce que vous peut-être ne pas retenir les détails, bien sûr, mais au moins avoir une idée sur les plus grandes subdivisions. C'est-à-dire, donc, le précambrien, il commence à partir de 4560 ou bien 4600, peu importe, jusqu'à, voilà, jusqu'à 400, 541 ou bien 42. Voilà, ces âges, vous êtes obligé de le retenir à vie. Parce que quand même, vous allez faire, même si vous ne faites pas de la géologie, même dans votre culture générale. Quoi qu'il en soit, c'est un jour, on va poser des questions, il faut quand même avoir cette idée que le précambrien, c'est depuis la naissance de la Terre, 4,6 milliards d'années, jusqu'à 542 millions d'années. Voilà. Et autre chose, je vous l'ajoute avant que j'oublie, dans presque tous les concours, ça on en parlera après, donc j'essaie de vous le répéter plusieurs fois dans le cours, c'est que dans la majorité des concours que vous allez passer, que ce soit donc pour vos stages, vos recrutements, la majorité, rappelez bien de ce que je viens de vous dire, la majorité des questions, on vous les posera sur la géologie du Maroc. C'est-à-dire, on va parler on va vous poser des questions en sédimentologie, mais en relation avec la géologie du Maroc. La même chose en tectonique, en relation avec le magmatisme, les minéralisations. Donc, vous êtes toujours obligé, on vous ramène toujours vers ce module. Donc, ne nous négligez pas. Bon, peut-être certains vont considérer que c'est un peu lourd, etc. Mais je n'aimerais pas bien que vous l'appreniez par cœur, comme du Coran, avec tous mes respects au Coran, bien sûr. Mais il faut le prendre comme une histoire, l'histoire de la Terre. Si vous le prenez comme une histoire, comme un petit peu lorsqu'on vous appelle l'histoire suivante. Donc, on prend, donc je recule un peu en arrière, nous avons l'Haïdien, d'accord, l'Haïdien qui prend le début, et ensuite, nous avons l'Archéen, voilà, et puis vous avez le Protérozoïque. Donc voilà, trois parties.
Le protérozoïque, c'est-à-dire le dernier, c'est le plus important. Ensuite, l'autre qui est intermédiaire. Et le plus ancien, c'est le plus petit. Voilà, donc nous avons l'Haïdien. Voilà, donc ça prend de 4,6 millions d'années. 4,6 milliards, peu importe, bon, je parle au milliard ou au million, c'est la même chose. Donc 4,4 milliards d'années 600 jusqu'à 4 milliards 300. Et puis, il y a l'Archéen qui prend donc à partir de cet âge jusqu'à 2500. D'accord? Et puis, vous avez le Protérozoïque. Alors, j'aimerais bien que vous notez, parce que, à ne pas confondre le Protérozoïque avec le Paléozoïque. D'abord, le mot zoïque, en latin, ça veut dire la vie. Pourquoi on l'appelle l'ère primaire, la géologie awal, c'est-à-dire c'est la première apparition de la vie. Donc on l'appelle le primaire, c'est-à-dire la première vie. D'accord? Donc c'est pourquoi on l'appelle l'ère primaire. Alors, donc, on l'appelle le paléozoïque. Paléo, ça veut dire quelque chose de l'éqdim, paléontologie. Donc, on l'appelle le paléozoïque, l'ère primaire. Le protérozoïque, c'est-à-dire, on va parler tout à l'heure, donc c'est-à-dire la partie, la vie la plus ancienne. Protéro, c'est-à-dire la vie la plus ancienne. Donc je répète, à ne pas confondre protérozoïque et paléozoïque. Paléozoïque, c'est l'ère primaire. Protérozoïque, c'est la dernière partie du précambrien. Parce que ça, pourquoi je vais encore vous répéter ceci plusieurs fois. Parce que ça m'est arrivé dans les examens donc, de poser des questions sur le protérozoïque et les gens, ils me répondent avec leur connaissance sur le paléozoïque. Donc, c'est automatiquement la note, elle est connue. Et puis voilà, donc pour Madame Serrage, c'est la même chose. Parfois, j'ai vu des copies où elle part du paléozoïque et les gens, ils lui écrivent sur le protérozoïque. Donc, faites bien attention à la terminologie. Alors, donc, j'ai dit que les subdivisés en 3 aires, l'Haïdien, l'Archéen, c'est-à-dire l'archéozoïque, la vie archaïque, quelque chose qui est archaïque, c'est-à-dire quelque chose qui est ancien. Donc, archéozoïque, en latin, ça veut dire la vie la plus ancienne, la plus archaïque. Alors, protérozoïque, c'est-à-dire la première vie, la vie primaire. Voilà, donc voilà pour les subdivisions. Alors, du point de vue orogénique, ça c'est très approximatif. On considère que normalement plusieurs événements orogéniques se sont succédés sur la planète, sur le précambrien, dans toute la planète Terre. On note environ une douzaine au cours des 3000 millions d'années, c'est-à-dire les 3 milliards. Les 3 milliards, c'est-à-dire à partir à peu près de là, du Méso-Archéen. Alors que le reste, on n'en connaît rien. On n'en sait absolument rien. Déjà à partir de là, on considère que nous avions environ 12 événements orogéniques. Mais bon, ça c'est très approximatif. Voilà, alors pour les limites, donc j'en ai déjà parlé. Donc la limite inférieure, c'est en principe la naissance de la Terre. C'est vers 4,6 millions d'années. Alors, même avec ceci, donc on considère quand même qu'on n'a jamais vu aucun document tangible, c'est-à-dire quelque chose qui est touchable. On n'a rien sur les premières 800 millions d'années. On ne savait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les premières roches qui sont datées jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant sur la Terre, elles nous ont donné 3,8 millions d'années. Je parle des roches. Tout à l'heure, je vous ai parlé des roches qui venaient comment dire, des météorites qui venaient de la Lune. Ils nous ont donné ces âges-là, c'est-à-dire 4,6. Alors que pour la Terre, on a travaillé uniquement sur le plan au niveau des minerais. Et c'est là que ce plan des minerais qui nous a donné 4,6. Alors que les roches des premières 800 millions d'années, nous ne les avons pas. D'accord? Parce que donc, les premières roches, ils datent de 3,800 millions d'années. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc voilà pour la limite inférieure, donc ça coïncide avec l'apparition de la Terre. La limite supérieure, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc elle est confondue
avec donc l'apparition de la vie, mais pas tout à fait la vie, mais on reviendra sur ce sujet-là, ce qu'on appelle l'apparition des premiers métazoaires. Je crois que ceci, vous l'avez vu en biologie, c'est-à-dire il y a des organismes unicellulaires, et puis vous reviendrez sur ceci, et puis donc les premiers métazoaires, c'est-à-dire les premiers organismes multicellulaires, et qui possèdent bien sûr un organisme avec des fonctions bien définies ou bien différenciées. C'est-à-dire qu'il peut bouger, qu'il peut, je sais pas, qu'il y a les pattes, qu'il y a une coquille qui le protège, qu'il y a une tête, qu'il y a un abdomen, etc. Donc c'est à partir de là qu'on considère, donc c'est ça, c'est cette limite. Mais vous allez quand même voir tout à l'heure que ça, c'est un petit peu le début, mais alors que maintenant, ceci est presque dépassé. Parce qu'on a découvert des métazoïques qui sont beaucoup plus anciens que cette limite de 542 millions d'années. Voilà, donc avant, on croyait donc qu'il n'y a pas de vie. Il y avait juste bon, quelque chose qui est des protozoaires, etc., mais il n'y avait jamais des métazoaires. Mais quand même, donc voilà, donc pendant longtemps, on croyait que les premiers êtres vivants étaient paléozoïques, pardon. Donc, c'est pourquoi on lui a donné ce nom de primaire à cet âge, c'est-à-dire la première vie. Mais, bien sûr, avec les recherches qui avancent, la faune primordiale a été retrouvée un peu partout dans les anciens terrains, c'est-à-dire les anciennes formations. Et déjà, à partir de 1850, l'attention était attirée par des structures lamellaires, légèrement ondulées. Avant, on les croyait que ce sont des figures sédimentaires. Mais après, on a trouvé que non, ce ne sont pas des figures sédimentaires. Donc, vous voyez un petit peu, déjà en regardant ceci, on dit que c'est la stratigraphie qui est très fine, etc. Alors que non. C'est des structures qui sont dues à des organismes lamellaires et qui sont ondulés, c'est ce qu'on appelle des stromatolites. Donc voilà, nous avons déjà donc des organismes qui sont vraiment beaucoup plus anciens que cette limite. Et bien sûr, à partir de ceci, donc les choses commencent à évoluer. Alors, pour vous parler un petit peu de la vie au précambrien, bien sûr, avec l'avancée des technologies, des moyens technologiques, c'est-à-dire la microscopie, etc., bien sûr, les moyens pour faire du terrain. Déjà, à partir, je vous ai dit que normalement, les premières roches, c'est 800 millions d'années. Alors, déjà à partir de ces roches-là, les plus anciennes, les premières traces de vie à l'état moléculaire sont déjà présentes dans les plus vieilles roches, ceci en Russie et en Swaziland, en Afrique du Sud. Alors, vous allez me dire quand même l'état moléculaire, c'est-à-dire il faut regarder une roche. Alors, on a déjà du mal à voir un minéral. Comment on peut voir des molécules? C'est vrai, c'est pas facile donc à vous convaincre, moi personnellement d'ailleurs, mais quand même, il y a des moyens énormes, des microscopes, qui peuvent vraiment beaucoup plus loin dans ce genre de recherche. Alors, ces microsphères, on les appelait donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc juste pour vous donner une idée, on les appelle soit des protobiontes ou bien idiobiontes. Elles sont issues de la synthèse de composés organiques de base tels que les acides aminés et les glucides. Donc, je vous fais reculer un petit peu donc, ce qu'on nous a appris en géochimie. Donc, il y a déjà donc une première trace de vie, mais ce n'est pas la vraie vie déjà, c'est la première trace donc à l'état moléculaire. Alors, ce n'est que entre ces tranches d'âge, c'est-à-dire 3,6 et 3,2 milliards d'années, que les premières bactéries et les algues bleues, ce qu'on appelle des cyanophycées, se sont apparues. Alors, donc, il est fort probable que ces organismes ont joué un rôle primordial dans la première synthèse d'oxygène. Parce qu'après l'apparition de ces premiers êtres vivants, la vie commence à s'épanouir et vers déjà 2900, 2,9, nous avons l'apparition des premiers stromatolites. Donc on commence avec des molécules, et puis avec des bactéries, c'est-à-dire les premières cellules, et puis après ces premières cellules, ils s'associent pour nous donner déjà des multicellulaires.
C'est bon, ça avance un petit peu, vous m'entendez bien? Oui, Monsieur. oui, monsieur. Ça roule bien? Oui, monsieur. Ok, donc Oui, monsieur, c'est bon. j'essaie de... Oui, C'est vous bon, voulez me monsieur. dire, vous voulez me dire quelque chose? Non, C'est bon? D'accord. Voilà, donc pour le cours, donc j'étais hier pour le mettre sur la plateforme, mais ce n'était pas possible parce que est en cours bon, ils sont en train de la refaire. Donc peu importe, donc on va essayer d'aller doucement. Alors voilà, on continue toujours. Donc nous étions, voilà, pour la vie dans cet âge entre moins de 2,5 et moins de 2,3 milliards d'années. Alors il y a un air qu'on appelle le sidérien. Alors, c'est quoi? C'est en grec, c'est-à-dire sideros, il désigne le fer. Voilà, donc en regardant ceci, vous n'allez pas dire que c'est des êtres vivants. Donc, vous allez dire que, normalement, pardon, qu'est-ce que je fais? Hmm, Comment je peux reculer? Avec ça? Non. Hmm, Qu'est-ce que s'est passé? Voilà. Ça revient, c'est bon? Alors, donc, je vous disais, normalement, en regardant ceci, que on croyait que c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce sont juste des figures sédimentaires, etc., etc. Mais ce sont donc des stromatolites. D'accord? Donc ces stromatolites, comme vous le voyez, sont rouges. Alors, cette rougeur, elle est due au fer. D'accord? Donc c'est le fer. On les appelle, ces formations, des BIF. En anglais, donc, des Banded Iron Formation. C'est-à-dire les bandes, comment dire, les formations rubanées. Des formations furugineuses rubanées en français. D'accord? Ce qu'on appelle donc FF, etc., R, mais le terme le plus utilisé à travers le monde, c'est les BIF, Banded Iron Formation. Donc, c'est devenu des grands gisements du fer, parce que ces premiers êtres vivants, ils captaient du fer qui existe dans la magnétite. Donc voilà, je vous explique un petit peu ici la formation. Alors, en prenant le fer de la magnétite, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, la magnétite, c'est FeO, Fe2O3. Alors, donc, on prend le fer et qu'est-ce qu'il nous reste? L'oxygène. Donc, on libère l'oxygène dans l'espace. Et cet oxygène libéré, il est utilisé donc par la nature pour développer les autres organismes. Et c'est une étape très importante à ce moment-là, donc de l'évolution de la vie sur Terre. On a pris donc ces organismes, ils consomment beaucoup plus de fer et ça forme actuellement des gisements de fer très importants, notamment en Australie et en Afrique du Sud. Voilà, et l'oxygène libéré, donc bien sûr, il réagit donc pour former, développer la vie après. Voilà, donc c'est pourquoi on appelle cet âge le sidérien. Mais ces bifs-là, c'est là où qu'on a trouvé les plus anciennes. Pardon. Mais après, on les a trouvés un peu même partout jusqu'à la fin du Précambrien. Donc, j'en ai vu des témoins au Maroc. Donc, voilà pour cette race de vie, mais nous sommes toujours dans cet état de stromatolite. Alors là, je fais un petit arrêt très, très, très important. C'est qu'en 2014, c'est-à-dire il y a juste 6 ans, il y a un chercheur marocain, donc c'est un ami, d'ailleurs il est encore jeune, hein, c'est un lauréat de Semlalia, il s'appelle Abdelrazak Al-Albani. Voilà, donc il est encore vraiment jeune. Il a fait ses études à la faculté des sciences Semlalia, puis il a rejoint la France. Actuellement, il est professeur à l'université, le professeur donc, dans le CNRS, Centre national de recherche scientifique, en relation avec l'université de Poitiers en France.
Alors, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a travaillé au Gabon avec une société, bon, je ne sais pas exactement, il travaille sur des grès pour des exploitations, peu importe. Ils ont découvert des fossiles au début, donc il était même là. Bon, j'espère qu'il viendra cette année. Je vais vous le ramener pour nous faire un séminaire, donc j'essaie toujours d'en profiter. Alors, il a trouvé ces structures-là. Avant, il ne leur a pas donné un grand intérêt. Et puis après, il les a présentées quand même aux paléontologues. Quand ils les ont étudiées, ça vraiment, ça fait une bombe à l'échelle de tous les médias internationaux parce que c'est une grande découverte pour l'histoire de la Terre. Il les a trouvés dans des âges de 2,1 milliards d'années. Alors, si vous permettez, je reviens. 2,1. Donc, nous avons 2,5. Donc, 2,1, c'est-à-dire dans le paléoprotérozoïque. Nous, on considérait que la vie, elle a pris la vie multicellulaire, c'est-à-dire les fossiles. Donc, on voit, ils sont apparus à partir de là, c'est-à-dire le début de l'ère primaire. Et c'est toujours été considéré jusqu'à 2014. Alors, il a trouvé ici, donc, ces organismes. Voilà, que je vous présente ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Donc, il a recalé, donc on pousse la limite de 1,6 milliard d'années, de 1,5 milliard d'années. Alors, ces êtres vivants, donc on pensait que donc, le premier datait à 600 millions d'années. Alors lui, il le trouve à 2,1 milliards d'années. Donc pourquoi? Je vous dis ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que ces organismes multicellulaires, d'ailleurs, vous voyez que c'est un petit peu comme des coquilles. D'ailleurs, pour le moment, on donne encore le nom, bon, je ne sais pas. Donc voilà, ça veut dire que cette vie multicellulaire était déjà très ancienne. Le fait que cette vie soit développée, ça veut dire quoi du point de vue climat sur le monde? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait déjà quand même pas mal d'oxygène. Donc, il y a déjà de l'oxygène qui a permis l'apparition de ces êtres vivants. Et pour fermer votre écran, s'il vous plaît, votre micro, s'il vous plaît. Voilà, mais le problème, c'est que après ceci, après ce 2,1 milliard d'années, on n'a pas retrouvé la vie encore. C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire que, parce que toute la vie sur la Terre, elle est reliée au climat. Donc, le fait que nous avons la vie qui évolue, comme je vous dis tout à l'heure, depuis les unicellulaires vers les cellulaires, les stromatolites surtout, et puis on commence à voir ces êtres vivants. Ça veut dire que nous avons une progression de la teneur d'oxygène dans l'air. Mais après ceci, ces 2 milliards d'années, il y a une chute de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'épanouissement, il y avait une régression. Donc, très probablement, il y avait quelque chose qui s'est passé à l'époque et qui a permis donc une diminution de l'oxygène. Donc, la vie s'est arrêtée. Et n'a pas repris qu'un peu plus tard. Donc, voilà pour cette découverte qui est très intéressante. Alors, ça, je vous présente ici, ce n'est pas la trempe d'un éléphant, mais c'est la nature qui a voulu que ça ait cette allure. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle est très jolie, je vous la présente. Ça, c'est une colonne stromatolitique. Donc, vous voyez des stromatolites. Donc, on croyait que c'est la stratification plus ou moins horizontale. Non, c'est des stromatolites. Donc, qui date de 2 milliards d'années. Donc, c'est un bloc. Donc, ça, je l'ai pris de l'Internet. Donc, c'est peu importe, c'est au nord du Québec, c'est-à-dire au Canada. Donc, ça existe dans un musée. Donc, voilà un petit peu, c'est juste la forme des stromatolites. Ça, c'est toujours des stromatolites. Nous sommes déjà dans le mésoprotérozoïque, donc la partie moyenne du protérozoïque. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le mésoprotérozoïque moyen, donc ça veut dire, nous sommes ici déjà. Donc déjà ici, vraiment, les stromatolites sont beaucoup plus développés. Ils ont commencé là, ils se sont bien développés et ils commencent à comment dire, une régression un petit peu vers la fin du protérozoïque. Donc là, ici, nous sommes ici, donc c'est l'épanouissement donc, des stromatolites.
Voilà, ça c'est au Canada, donc c'est découvert dans le socle canadien parce qu'on verra lorsqu'on va parler du précambrien dans le monde, il y a quand même de très beaux terrains du précambrien au Canada. Et ça, c'est une belle photo donc des stromatolites, mais ce sont un peu bizarres. D'ailleurs, ceux qui les ont découverts, ils les appellent des régiments de soldats. On croyait que nous avons des soldats, vous voyez un petit peu Kouriel Genovia qui font encore ces défilés des militaires, donc il y a un militaire tout près de l'autre, etc., avec leur casque ici. Donc tout ça, donc, c'est ce qu'on appelle des régiments de soldats, ce sont des stromatolites qui ont cette allure, c'est-à-dire ils se développent verticalement. D'accord, donc ça forme des falaises, etc. C'est des terrains durs, donc c'est de la région de la Tare, la limite entre la Mauritanie. On reviendra, on en parlera après. Voilà, donc c'est vers 1 milliard 2, c'est-à-dire le mésoprotérozoïque, c'est-à-dire c'est la partie donc où nous avons l'âge où les métazoaires sont déjà plus développés, notamment les stromatolites. Alors les premiers métazoaires connus, qui normalement les plus anciennes, c'est les formidusoïdes, c'est les méduses. Je crois qu'on vous a déjà appris ceci en biologie. Donc, on commence par les acides aminés, etc., puis les glucides, les lipides, et puis on développe donc la cellule, et puis, bien sûr, après les cellules, donc, et les premières êtres multicellulaires, vous avez des méduses, donc, voilà, et puis vous avez des annelides, c'est-à-dire les vers de terre, et vous avez les archéocyates, les brachiopodes, les échinodermes, etc. Donc, ce sont les premiers êtres, comme un petit peu les fossiles que vous étudiez dans les TP, on commence déjà donc à les avoir, mais déjà à partir du mésoprotérozoïque. Alors qu'avant, on croyait que nous les avons uniquement vers l'ère primaire. Donc, ils étaient déjà bien développés à partir du mésoprotérozoïque. Ça, ce sont des belles photos de stromatolites prises au Maroc, de l'anti-Atlas, entre Ouarzazate et Agdez. C'est un arrêt très joli que font les guides pour les touristes. C'est à 25 km en sortant de Ouarzazate. Ça, c'est des stromatolites qui ont des formes de fleurs. Donc, nous sommes déjà dans le néoprotérozoïque, c'est-à-dire la fin du précambrien. Donc, on s'approche déjà de 542. Alors, à ce moment-là, donc, les stromatolites commencent un petit peu à diminuer. Donc, je vous donne ici de très beaux témoins au Maroc. Alors donc, on essaie d'expliquer pourquoi normalement les stromatolites commencent à diminuer et les métazoaires, donc ceux-là, donc, commencent à se développer. C'est-à-dire on commence à voir vraiment la vie qui commence à se développer, mais les stromatolites commencent à diminuer. Bon, il y a plusieurs explications. Parmi la plus probable, c'est qu'il y a un brusque changement climatique ou bien géologique qui est responsable de leur considérable régression. Pas disparition parce qu'ils existent encore un petit peu après, mais ils ont déjà diminué. Et puis, bien sûr, bon, ça reste une autre explication, il y a ceux qui disent que c'est peut-être le développement de multicellulaires, c'est-à-dire les brachiopodes, les annelides, les échinodermes, et peut-être même les trilobites qui commencent à les bouffer. Donc, c'est peut-être leur nourriture. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, donc, il y a ce déclin. Voilà, alors, si on considère que le paléozoïque, dans une large mesure, c'est l'ère des trilobites, parce que vous savez quand même, le Maroc, il a une grande réputation pour les trilobites, il y a le paléozoïque, c'est-à-dire l'ère primaire. Le protérozoïque, il pourrait être celui des stromatolites. Ça veut dire que les êtres vivants les plus abondants dans l'ère précambrien, notamment le protérozoïque, machilaïdien, machilarchien, mais le protérozoïque, c'est les stromatolites. Alors que le paléozoïque, ça vous allez le voir après, donc c'est surtout les trilobites. Alors là, je vous montre juste quelques photos donc dans les diacaras, peu importe le terme, c'est la fin du néoprotérozoïque. Donc nous avons déjà quand même en Australie, on trouve déjà donc les traces d'échinodermes. Ceci, d'ailleurs, nous avons de très très belles au niveau de l'anti-atlas. Et je me demande même si cette photo n'a pas été prise au niveau de l'anti-atlas. D'ailleurs, il y a beaucoup de vendeurs qui les vendent. Bon, c'est quoi? Donc, normalement, ce sont des traces des trilobites. Lorsqu'ils marchent, donc ils laissent ces traces.
Et voilà, donc ça veut dire que très probablement son trou, il est là, ou il est là, peu importe, voilà cette trace. Donc soit qu'il, voilà, ça continue peut-être par là. Donc ces traces de marche des très vite. Elles sont d'ailleurs vendues très cher, mais on les trouve en abondance dans l'anti-classe. Alors voilà un petit résumé, mais c'est très ancien, sur la vie donc, au précambrien. Donc l'Haïdien, rien. L'Archéen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est juste des traces de molécules, etc. Alors que vraiment la vie, là, il commence à apparaître, donc le paléozoïque, le paléoprotérozoïque, pardon. Donc il y a question, comme je vous ai dit, de très probablement parce qu'il y a l'abondance de l'oxygène. Donc nous avons ce que l'Albanie a trouvé ici. Donc, il y a déjà une vie qui commence à se développer, puis parce que ça, c'est plus ancien que ça. Et puis, il y a une petite régression. Mais on ne les a pas encore vus. Je parle des métazoaires jusqu'ici. Donc, il y a un déclin quelque part. Et c'est les mésoprotérozoïques qui se sont bien développés. Les stromatolites se sont bien développés pendant le mésoprotérozoïque. C'est bon? Donc, j'espère donc, que vous avez retenu un petit peu ceci, mais il faut quand même faire un peu de mise au point dans votre tête en ce qui concerne les âges, notamment bon, les grandes limites, surtout celles-là, vous pouvez à la rigueur, bon, mais il faut quand même avoir une idée. Mais celle que vous n'avez pas le droit d'oublier pour votre vie, c'est 4,6, c'est l'apparition enfin, la création de l'univers, tout au moins le système solaire, jusqu'ici, donc le début du Paléozoïque. Voilà, maintenant on va aborder autre chose. Si vous permettez, je fais un petit arrêt de 2 minutes. Monsieur, votre micro est coupé. Désactivez votre micro. Oui, oui, je vous dis que... pardon? Oui, je vous écoute. Non, c'est juste que votre micro. Oui. Oui, j'ai bloqué parce que, comme je voulais déjà prendre un verre d'eau. Bon, on continue. Alors, donc, on va parler un petit peu maintenant, voilà, on va parler un petit peu de l'histoire de la vie, etc. On va parler du précambrien. Oui, je continue. Mademoiselle, il y a un problème? Oui, monsieur, tu peux continuer. Je peux continuer? C'est bon. Alors, donc je vous disais, donc après cette petite histoire, on va toujours rester dans cette histoire de précambrien, mais à travers le monde. Normalement, le précambrien, il se forme, voilà. Si on prend la carte actuelle du monde, le précambrien, c'est un petit peu, donc vous voyez ces noyaux qui sont dispersés un petit peu partout sur tous les continents. On le trouve ici, au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de l'Afrique ici, au niveau de l'Amérique latine. Voilà, on les trouve. Donc, au niveau ici, entre les États-Unis et le Canada, ici au niveau donc du Canada toujours, on les trouve au niveau des pays du nord de l'Europe, on le trouve ici au niveau de la Russie, et on les trouve un petit peu partout au niveau de l'Inde, au niveau de l'Australie. Donc, c'est des petits noyaux, d'accord, qui se sont dispersés sur les continents actuels. Voilà, donc le précambrien, il forme des boucliers, c'est-à-dire des noyaux qui se sont dispersés sur tous les continents. Alors, ces noyaux-là, avant normalement, pourquoi j'ai insisté tout à l'heure, je vous dis dans la carte actuelle, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient normalement, originellement rassemblés en deux groupes, ce qu'on appelle la Laurasia, l'Europe plus l'Asie, l'autre deuxième groupe, c'est le Gondwana.
C'est des termes, donc maintenant, peut-être pour vous, de vous familiariser avec. Donc l'Afrique, le Gondwana, c'est l'Afrique, l'Amérique, l'Antarctique et l'Inde. Donc l'Eurasia, l'Europe et l'Asie, et le Gondwana, c'est le reste. Alors, donc ces deux blocs, ils étaient temporairement, c'est-à-dire pendant un moment, réunis pour former ce qu'on appelle la Pangaea, et son nom exact, c'est Rodinia, à une époque météorozoïque. Ça veut dire que tous ces terrains-là qui sont dispersés dans les continents actuels, à un certain moment, ils étaient tous unis. Ils formaient un noyau qu'on appelait Rodinia. Et ce Rodinia, donc, il s'est dispersé et nous a donné l'Eurasia, c'est-à-dire presque l'Europe et l'Asie, et le reste, c'est le Gondwana. Donc voilà, la fin du Protérozoïque, voilà un petit peu ce qu'on considère le Rodinia. Donc vous voyez le craton ouest-africain. Vous allez me dire, bon, peut-être mardi, je suis donc, mais après, je reviendrai. Donc vous voyez un petit peu lorsque je vous parle des cratons. Voilà l'Afrique, la partie ouest de l'Afrique. Voilà ce qu'on appelle l'Amazonia, c'est-à-dire une partie du Brésil. Voilà le Congo, la partie centrale de l'Afrique. Le Baltique, c'est-à-dire le nord de l'Europe. Voilà, l'Orantia, c'est-à-dire l'Europe. Sibéria, le nord du Canada. L'Antarctique. Et puis vous avez le Kalahari, le sud de l'Afrique. Peu importe. Ça reste une construction, une reconstruction, peu importe. Donc Rodinia, tout le précambrien, il était un méga ou bien un giga-continent pendant cette période du Protérozoïque. On l'avait baptisé donc le Rodinia. C'est normalement ce Rodinia, c'est un assemblage final durant l'orogenèse de Granville orogénie. Alors ce Rodinia, c'est-à-dire ces grosses patates, ce gros ensemble, il a commencé ensuite à se fragmenter vers 800 millions d'années, c'est-à-dire la fin dans le néoprotérozoïque. Il commençait déjà à se fragmenter pour former les continents. Alors, donc je reviens ici. Donc, je vous dis tout à l'heure que normalement le précambrien qui est actuellement dispersé dans tout le continent, il formait à un certain moment de l'histoire de ce qu'on appelle Rodinia. Alors, les grandes formations donc, qui forment l'armature ou bien l'ossature ou bien la colonne vertébrale et l'abritou de la plupart des continents, c'est-à-dire le noyau, on trouve donc le bouclier africain, c'est toute l'Afrique, le guyano-brésilien, la Guyane et le Brésil, l'Inde, l'Antarctique, l'Australie, le Canada, la Sino-Sibérie, et puis vous avez donc l'Europe, où on trouve les pays scandinaves, donc le pays de Baltique, et puis vous avez l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukrainien, au niveau de l'ancienne Russie. Alors donc voilà, vous les voyez actuellement, comment ils sont dispersés, alors qu'avant, ils formaient juste un seul bloc, qui est celui-là. Alors, je vais vous parler maintenant d'une autre chose qui est très très intéressante et à laquelle il faut vraiment faire attention. Pourquoi j'ai inséré cette diapo ici? Parce qu'on parle, c'est quoi donc je parle du précambrien, je vous ai dit que c'est l'ossature ou bien l'armature ou bien le noyau ou bien la colonne vertébrale, si vous voulez, des continents. Quoi un continent? Et ça c'est très important à savoir. Parce que toute la géologie qu'on fait actuellement, on l'a fait sur quoi? Sur la croûte continentale. Alors, cette croûte continentale, est-ce que vous avez pensé un jour quand est-ce qu'elle a été formée et comment elle a été formée? Alors, en première année, bon, peut-être je ne vous ai pas enseigné, vous, le cours de première année parce que je le faisais avant. On vous dit que normalement, que la croûte continentale, elle est formée essentiellement, on l'avait appelée la sciale, c'est-à-dire silice et aluminium, alors que la croûte océanique, on l'appelle le nickel et le fer, nifé. Peu importe. Alors, donc, cette croûte continentale, elle est formée essentiellement des granites. Et ces granites, ils s'altèrent pour nous donner des roches sédimentaires, ils se déforment pour nous donner des roches métamorphiques, etc. Alors, regardez bien. Ceci, normalement, l'élément stable de la croûte terrestre,
c'est la croûte continentale. Les plus vieilles croûtes océaniques, elles datent de plus 1700. 170, pardon. C'est rien du tout, millions d'années. C'est-à-dire ici. Là où il y a la flèche, c'est-à-dire tout près de zéro. Parce que ça, l'échelle, c'est en milliards. Donc, moins 5 milliards, moins 4 milliards, moins 3 milliards, moins 2 milliards, moins 1 milliard actuellement. Les croûtes océaniques, je parle des croûtes océaniques les plus anciennes, je reviendrai sur ceci lorsqu'on va parler des ophiolite du Maroc, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils disparaissent dans les ondes de subduction. Chaque fois qu'on les crée, ils disparaissent dans les ondes de subduction. Les côtes et les océans que vous avez vus actuellement, donc c'était lorsque, normalement, c'est dû à la distension qui a eu lieu pendant cet âge, fin du Trias et au niveau du Jurassique. Alors, ce sont donc les continents qui vont nous fournir les principales archives nécessaires pour retracer toute la Terre. Elle ne disparaît jamais. Une fois elle est formée, on ne la perd pas. Mais ce n'est pas comme les croûtes continentales. La croûte océanique. La croûte océanique, on les forme, mais on les perd au niveau des ondes de subduction. Lorsqu'on les deux blocs se rapprochent, il y a la subduction, et lorsque les deux blocs s'affrontent, c'est-à-dire nous avons la collision, on perd tout ce qui est croûte océanique. Alors que les croûtes continentales, on ne la perd pas. Il y avait un professeur à Paris qui nous enseignait à l'époque et qui appelait ceci l'écume de la Terre. L'écume de la Terre, c'est comme ça qu'elle appelle la croûte continentale. Et vous savez, le kshkoucha dire quelque chose, c'est-à-dire cette écume, elle ne descend jamais, on ne la perd jamais. D'ailleurs, si vous vous rappelez un petit peu ce cours de première année, pourquoi il y a toujours la croûte océanique qui s'enfonce sous la croûte continentale? C'était une question de densité, parce que la croûte océanique, elle est dense, elle s'enfonce, on la perd. Alors que les croûtes continentales, elles sont légères, donc on ne la perd pas. Tout ce qu'on gagne, on le gagne pour toujours. C'est pourquoi, alors je reviens sur ce diagramme. Donc l'abscisse, c'est-à-dire l'axe des X, vous avez donc l'âge depuis, comme je vous dis, moins 5, moins 4 jusqu'à l'actuel. Voilà donc l'histoire, le temps. Ici, c'est le pourcentage par rapport au volume actuel des continents. C'est-à-dire, si on considère que maintenant nous avons la croûte continentale qui a atteint 100%, c'est-à-dire à cet âge, il n'y a pas de croûte continentale. Maintenant, voilà le 100% que nous avons actuellement de la croûte continentale. Alors, on va voir maintenant comment il évolue, c'est-à-dire le hajm de la croûte continentale, comment il évolue au cours du temps. Alors, si vous regardez entre moins 5 et moins 4, il n'y a pas de croûte continentale. Comme je vous dis tout à l'heure, les premières roches qu'on a datées, c'est, moins 3,8. Donc ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de roche. Qui dit il n'y a pas de roche, il n'y a pas de croûte continentale. Alors, donc les roches, ils ont commencé vers 3,8, moins 4 millions d'années. Mais leur volume se développe chouïa chouïa. Voilà, au niveau de l'Archéen, on a atteint à peu près 25%. La croûte actuelle, vers la fin de l'Archéen, uniquement 25%. Alors que, à partir du Protérozoïque, donc pendant l'Haïdien, il n'y a rien, pendant l'Archéen, donc nous avons formé les 25% de la croûte continentale. Alors regardez bien, c'est au cours du Protérozoïque, c'est-à-dire la partie supérieure du précambrien, on a formé presque وكونا تقريبا 98% ديال la croûte actuelle. C'est-à-dire que toute, pour ne pas dire une grande partie, pour ne pas dire toute la croûte continentale, elle a été formée pendant le précambrien. Donc
elle est formée essentiellement au niveau du protérozoïde. Alors regardez maintenant ce qui est en bleu. C'est très bien, 1%. 1% فيها l'air primaire, secondaire, tertiaire. Qu'est-ce que la croûte continentale a gagné? Même pas 1%. Il n'y a pas beaucoup de granit, comme je vous dis tout à l'heure, parce que la croûte continentale elle est formée de granit. Donc il n'y avait pas de formation de granit pendant cette période. L'essentiel des granites formés sur la croûte terrestre, ou bien c'est pendant cette période. Voilà, donc j'espère que vous avez retenu un petit peu donc ceci, parce que c'est très intéressant pour votre culture générale. Et j'espère que ceci, donc vous le considérez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme une histoire. J'aimerais pas que vous... Ça, c'est de la culture générale, de la géologie qu'un géologue doit avoir dans sa tête. D'accord? C'est ces âges. Donc, je suis un géologue, je suis obligé quand même d'avoir une idée sur les âges de la géologie. Et ces connaissances générales, c'est pourquoi quand même si ça me prend beaucoup de temps, pas de problème, parce que je n'ai que 4 sciences, c'est toujours insuffisant, mais j'essaierai quand même de vous donner ces idées intéressantes que vous n'allez pas trouver nulle part. Voilà donc, parce que pour comprendre la géologie, nous sommes obligés de comprendre un petit peu ces idées-là que je vous donne. C'est bon? Alors maintenant, on va s'approcher un petit peu parce que notre objectif, après tout, c'est la géologie du Maroc. Donc nous allons nous approcher petit à petit. Je vais vous parler maintenant du bouclier africain ou bien du continent africain. Je vous ai dit tout à l'heure, donc, normalement, nous avions à un certain moment de grands blocs. Il y a le Gondwana, d'accord, qui est normalement formé de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Australie et de l'Inde et de l'Antarctique. Et puis vous avez l'Eurasia qui est formé de l'Europe et de l'Asie. C'est-à-dire quand on a Rodinia, et puis Rodinia c'est divisé en 2 grands blocs. Il y a ce grand bloc sud et le bloc nord qui donne l'Eurasie, l'Europe et l'Asie. Alors si on prend l'Afrique, donc l'Afrique, il y a 200 millions d'années, c'était la même chose. Elle est collée à l'Amérique latine. Alors, si vous regardez cette carte, voilà, donc je crois qu'on vous a déjà parlé en première année. Cette patate du précambrien qu'on trouve ici, voilà sa suite. Celle-là au niveau du Congo, voilà sa suite. Et celui de Kalahari, peu importe, tout c'était des grandes patates au début. Alors, c'est quoi ces patates? C'est donc les affleurements du précambrien au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire les noyaux qui ont un âge précambrien au niveau de l'Afrique et de l'Amérique latine. Alors, si on regarde notre Afrique, donc nous avons 4 grands blocs. Il y a le craton ouest africain, c'est le plus grand. Donc, ça part depuis le Maroc jusqu'au sud, jusqu'à la côte atlantique au sud. Nous avons celui du Congo, c'est le Congo actuel et tous les pays qui sont autour. Et puis, celui de la Tanzanie, donc c'est tous Tanzania. Et puis le Kalahari, c'est l'Afrique du Sud, où il y a un petit peu au niveau de la Namibie et au niveau de l'Afrique du Sud. Donc voilà les 4 grands blocs. On trouve la précambrien sur l'Afrique, avec un petit bout ici, mais c'est vraiment quelque chose qui est récent. Voilà, c'est pourquoi je ne les ai pas mis. Donc voilà, retenez qu'en Afrique, le précambrien, on le trouve sous forme de patates, c'est ce qu'on appelle des cratons. Un craton ou bien un bouclier, si vous voulez. Le bouclier, c'est un petit peu l'ensemble, mais les cratons, donc, ce sont ces noyaux du précambrien en Afrique. Alors, les grandes phases orogéniques qui jalonnent ou bien qui façonnent l'évolution paléogéographique et géologique de l'Afrique, au précambrien, donc l'Afrique, je parle des études modernes, on a noté environ 4 événements orogéniques qui ont affecté l'Afrique. Il y a l'orogenèse ouzalienne, vers 3 milliards d'années. Ouzalienne, ça vient un petit peu du terme ouzal, qui est en tamazigh, ça veut dire l'acier ou bien le fer,
parce que cette orogenèse a été découverte au niveau du Mali, c'est-à-dire le pays des Touaregs, au niveau du Mali, au niveau de l'Algérie. Et puis, l'orogenèse éburnienne, alors on l'appelait éburnienne, c'est un terme un petit peu récent, parce qu'avant, on a trouvé le bérimien, le sugarien, le libérien, c'est-à-dire lorsque les premiers géologues qui travaillent sur l'Afrique, on le savait bien, ce sont des colonialistes, c'était donc les Français et les Anglais, et les Belges, qui exploitaient donc les richesses de l'Afrique. Donc, c'est eux donc, qui travaillaient séparément. Et chacun, lorsqu'il trouve des événements orogéniques de cet âge, il lui donne le nom de la région dans laquelle il travaille. Mais après, quand, bien sûr, à la suite des synthèses au niveau de congrès, etc., on trouve qu'on parle tous de les mêmes événements. Seulement, on le trouve un peu partout. Et puis, l'orogenèse kibarienne, voilà, au niveau du Kibara, normalement, c'est au niveau du Rwanda. C'est vers 1 milliard d'années. Et puis, on trouve ce qu'on appelle l'orogenèse panafricaine, c'est 600, entre 680 et 550, c'est vraiment la fin du Précambrien. On l'appelle également panafricaine, c'est-à-dire parce qu'elle affectait toute l'Afrique. À un certain moment, donc, il avait beaucoup de noms, comme on va le voir par la suite. Donc, au Maroc, on l'appelait les Antéatlasides. Au niveau de l'Algérie, on l'appelle la Chine farusienne. Ici, au niveau on l'appelle dahomienne. Ici, katangienne, etc. Mais tout ceci, c'était la même chose. Elles ont eu lieu vers cet âge. Donc, voilà, on l'appelle panafricaine. Donc, voilà les 4 grands événements qui ont structuré l'Afrique. Pour nous, au Maroc, nous avons uniquement 3. Nous avons celui-là, l'Éburnien et le panafricain qui est le plus intéressant au Maroc. Donc voilà, on va s'approcher petit à petit de chez nous. On va voir donc le bouclier. Donc je passe, donc je vous ai parlé déjà de ces orogenèses. Donc l'orogenèse aux aliens ou bien libérienne, comme je vous dis tout à l'heure, bérimienne, sugarienne, peu importe. Alors maintenant, voilà l'orogenèse panafricaine, c'est-à-dire la dernière. La dernière, voilà, c'est dû normalement aux travaux récents. Au Maroc, on les appelle, c'est ça au niveau de l'Antéatlas, les Antéatlasides. Les gens qui travaillent au niveau de l'Algérie, à un certain moment, ils appellent la chaîne de l'Ougarta. Et puis la chaîne, d'ailleurs, vous voyez, Farusienne Bert, c'est-à-dire la chaîne pharusienne. Et ici, au niveau de l'Adrar des Iphoras, au niveau on l'appelle les Dahomides. C'est peut-être le nom, ça vous dit quelque chose, le Dahomey, je ne sais pas s'il y a des Africains parmi nous, enfin, je veux dire sud, ça revient parmi nous. Le Dahomey, qu'est-ce qu'il peut me dire s'il y a parmi vous le Dahomey, c'est quel pays actuellement? C'est un pays qui a changé le nom, c'était le Dahomey qui a changé le nom, qui est devenu actuellement Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire? L'ancien Dahomey, actuellement, c'est quoi? Parce que vous savez, en Afrique, il y a des pays qui changent de nom. Alors, le Dahomey, c'est l'actuel Bénin, c'est le Bénin. Il a changé le nom, je crois, dans les années, fin des années 80, je pense. Et puis, vous avez bien sûr le Burkina Faso, qui est la Haute-Volta. D'accord? Et puis, je crois qu'il y avait encore 2 ou 3 qui ont changé leur nom. Alors, donc, Dahomides, c'est parce qu'ils ont trouvé au niveau du Dahomey, alors que tout ceci, en fin de compte, c'était une seule chaîne. Et au niveau de, vous voyez ça, c'est déjà l'Amérique latine, on l'appelait le Brasiliano, ici. Ici, on l'appelle la Lide. Alors que tout ceci, c'est ce qu'on a trouvé ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est-à-dire ceci, on le trouve également entre tous les cratons. C'est pourquoi je vous ai donné cette image. Les cratons, donc c'est le noyau dur, et entre ces noyaux durs, il y a donc ces zones orogéniques. Donc ça veut dire quoi? Que ces noyaux, ils étaient dispersés à un certain moment. Et elles étaient réunies lors de l'orogenèse panafricaine. Donc, on l'appelle panafricaine, elle a réuni l'Afrique. Donc, il a entraîné la soudure des 4 grands cratons en un immense bloc par la surrection des chaînes, peu importe, pharusienne, dahomienne, donc peu importe, tout ceci, katangienne, Mozambique, on les appelle, maintenant c'est la chaîne panafricaine. Parce que à l'époque, comme je vous dis, les gens qui travaillent, chacun il donne à cette chaîne le nom de la région où il travaille. Mais en fin de compte, on l'appelle panafricaine et qui a eu lieu, comme je vous ai dit, vers la fin
du néoprotérozoïque. Alors, on s'approche maintenant petit à petit donc du Maroc. On va donc s'intéresser au craton ouest africain. Alors maintenant, on commence à rentrer chez nous. Le craton ouest africain, donc, il est limité. Voilà, donc c'est toute la patate, c'est un noyau qui prend l'Afrique de l'Ouest. Alors, il est limité au nord par l'anti-Atlas. Voilà l'anti-Atlas au Maroc. Donc, vous voyez au niveau du Dakhla. Et vous avez Agadir ici. D'accord? Et puis, elle est limitée donc, de la partie est par ce qu'on appelle donc, la chaîne pharusienne et la chaîne daoumienne, c'est-à-dire la chaîne panafricaine. Et au niveau de l'ouest, donc c'est la côte atlantique. Et bien sûr, la même chose de ce côté-là. Donc, c'est cette grande patate, donc bien sûr, qu'on appelle le craton ouest africain. Donc, je recule, c'est-à-dire ça. Voilà, donc elle est limitée donc par une chaîne de ce côté-là panafricaine, de ce côté-là donc la côte atlantique ici, bien sûr, et l'anti-Atlas au nord. Alors, il est recouvert dans sa partie, une grande partie, par des formations sédimentaires, c'est-à-dire ici, d'âge paléozoïque. C'est ce qu'on appelle le bassin de Tindouf, entre l'anti-Atlas et la dorsale largibet. Ici, c'est le bassin de Taoudini qui prend une grande partie au niveau de la Mauritanie, mais la plus grande partie, c'est au niveau du Mali, jusqu'à ce qu'on arrive au Sahara de l'Algérie, le Tchad, etc. Donc, le bassin de Taoudini. Et puis ici, donc, vous avez le précambrien qui affleure encore. Donc, vous imaginez ici, donc, nous avons le précambrien qui affleure là, dans cette grosse patate, ce qu'on appelle la dorsale Rgibet. Ici, c'est la dorsale de Léo, ou bien de Man, mais le plus. D'ailleurs, Man ou bien Léo, ça veut dire la même chose. Donc, nous avons la dorsale Rgibet, la dorsale de Man, alors que il y avait avec de petits affleurements ici, au niveau du Mali, mais ils sont très réduits. Donc, le reste, il est couvert par le paléozoïque. Donc, nous avons quelque sorte que un synclinal. Donc, nous avons une partie ici qui affleure, une partie qui affleure, et nous avons un au milieu qui est couvert par les terrains paléozoïques. Voilà donc le craton, c'est-à-dire le précambrien, et la fleur dans deux parties. La partie nord, il y a le dorsal Rgibet. Il commence donc depuis Dakhla à peu près, et ça continue jusqu'en Algérie. Et donc, il est partagé entre les trois pays, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Alors, la dorsale de Man, c'est presque tous les pays, donc depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, jusqu'au Bénin. Voilà, donc voilà ici la Côte d'Ivoire, donc voici Abidjan, etc. Et donc, c'est presque tous ces pays-là. Donc, voilà les deux boutonnières dont je vous ai parlé, la forêt de Keïs et Kanieba, ici. Donc, voilà le précambrien, comment il affleure dans le craton ouest africain, et puis bien sûr un petit peu au niveau de l'anti-Atlas. Alors, dans le craton ouest africain, il a vu donc les événements dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ce n'est pas la peine de les répéter, et donc il a vu la succession de l'orogenèse archéenne au niveau de l'Archéen, au niveau éburnien vers entre 2500 et 1600, et puis l'orogenèse panafricaine. Voilà, il est clair. Ça va, il nous reste encore un petit moment. Alors donc, je recule pour répéter avant de commencer. Alors, pourquoi je me tarde ici? Parce que j'aimerais bien que vous compreniez toute cette répartition. Ce qui nous intéresse, nous, donc, c'est cette patate dont la suite existe au niveau de l'Amérique latine. Voilà donc les grands affleurements du précambrien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu notre territoire. Donc, nous avons, à partir de là, et ça continue comme ça. Donc, nous avons une partie de la dorsale Rgibet au niveau de la province saharienne, et puis le reste au niveau de l'anti-Atlas. Alors, maintenant, on arrive au Maroc. Les grands domaines structuraux du Maroc. Je ne sais pas si vous en avez déjà une idée ou pas. Alors, vous savez que le Maroc
elle est subdivisée. Donc, bien sûr, sa position, elle est stratégique du point de vue géographique. Vraiment, c'est un pays qui a une situation extraordinaire. Nous sommes vraiment dans l'un des points stratégiques au niveau du monde. Le nord de l'Afrique, nous sommes sur de l'océan Atlantique, donc la Méditerranée. Nous sommes près de l'Europe. On n'est pas très loin de l'Amérique. On n'est pas très loin de l'Orient, c'est-à-dire une bonne position. Alors, du point de vue géologique, la longue histoire géologique du Maroc, il est conditionné par sa position de charnière. Vous savez, la charnière d'une porte, ça veut dire regardez là. Donc, nous avons une position de charnière entre les deux continents africains au sud et européens au nord. D'ailleurs, c'est un petit peu comme notre culture, si vous voulez. Donc, notre culture, bon, on a un peu mélangé entre nos anciennes origines, bon, qui sont vraiment anciennement marocaines, etc., à Mazir, et puis nous avons l'influence de l'Afrique, nous avons l'influence de l'Europe. Donc même notre géologie, c'est à peu près la même chose. Nous avons toute cette partie-là nord, voilà, tout ce qui est vers le bleu, vers le haut, je vais en parler tout à l'heure, qui est un petit peu en relation avec l'Europe. Et le reste, c'est un petit peu en relation avec l'Afrique, c'est-à-dire c'est la partie nord, voilà la partie nord du Est africain. Le canton est-africain, donc il passe par là la limite. Donc nous avons toute cette partie, depuis l'anti-Atlas, tout l'anti-Atlas et le Sahara, ils font partie du canton ouest-africain. Ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle la partie marocaine propre. Alors que le Rif, vous allez le voir lorsque vous allez faire la géologie du Rif, c'est la suite de ce qui se passe en Europe. D'accord? Donc voilà, vous allez voir tout dans le cours, c'est que ça, c'est le bout d'une chaîne, de la chaîne alpine européenne. Voilà. Donc cette position, bien sûr, elle nous a permis, donc ce contexte, de façonner le Maroc en 4 domaines structurels. Donc 4 principaux domaines structurels. Nous avons le domaine rifin, c'est au nord, c'est le Rif. D'ailleurs, vous voyez l'Atlas, il s'arrête au niveau d'ici. Donc nous avons le Rif, je vais peut-être un peu décaler celle-là vers ce côté-là. Donc le domaine rifin, qui est très réduit, on va revenir là-dessus après. Vous avez le domaine atlasique, c'est tous les atlas, donc un décalage, peu importe, c'est tout ce qui est bleu. Donc vous avez le Haut Atlas, qui démarre depuis Agadir et ça s'étend jusqu'à l'Algérie, jusqu'à la Tunisie. Vous avez le Moyen Atlas, qui prend naissance au niveau de ici, à peu près de Midlit, etc., jusqu'au Rif. Donc le Haut Atlas, le Moyen Atlas. Donc voilà ce qu'on appelle le domaine atlasique. Et vous avez ce qu'on appelle le domaine mésétien, c'est-à-dire la meseta marocaine. Tout ce qui est à l'ouest du Haut Atlas, c'est la meseta occidentale, et nous avons la meseta orientale ici, c'est tout ce qui est la région d'Oujda, Jrada, etc. C'est-à-dire ce qui se situe entre le Haut Atlas et le Moyen Atlas. Vous avez des plateaux ici, c'est-à-dire il n'y a pas de relief. Nous avons les reliefs, les montagnes du Haut Atlas, les montagnes du Moyen Atlas, et ceci c'est plat, comme c'est plat ici. Donc ça, c'est la meseta occidentale, c'est essentiellement des terrains paléozoïques, c'est-à-dire le primaire, affectés par l'orogène hercynienne. La même chose au niveau de la meseta orientale. Voilà, donc le domaine rifin, le domaine atlasique, c'est les atlas, le domaine mésétien. Mais généralement, ces deux, on les regroupe. On l'appelle le domaine mésétien et anti-atlasique. Alors, qu'est-ce qui reste? Elle reste la plus grande partie du Maroc, qui est le domaine anti-atlasique et saharien. Donc, il comprend tout l'anti-Atlas et tout le Sahara. Voilà, donc la limite, les frontières avec l'Algérie, c'est par là, donc, et avec la Mauritanie, par là. Voilà, je répète, donc 4 domaines structurels, le domaine rifin, le domaine atlasique et mésétien, d'accord, on peut regrouper, et puis vous avez le domaine atlasique et saharien. Alors, le domaine atlasique et saharien, ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est lié au canton ouest africain, il est limité au sud, au nord, par l'accident sud-atlasique.
Ici, donc, nous avons une grande faille qu'on appelle l'accident sud-atlantique qui prend naissance à partir de l'océan et qui passe, pour les gens qui connaissent Agadir, donc, il rappelle bien le tremblement de terre de 1960. Voilà. Et voilà donc, c'est le tremblement de terre, il est dû à un mouvement de cette faille, de cet accident. D'ailleurs, il y a souvent des tremblements de terre au niveau de Rachidia, au niveau de Ouarzazate, et même ça continue au niveau de l'Algérie. Je ne sais pas si vous vous rappelez des années 80, le grand tremblement de terre de Asnam au niveau de l'Algérie qui a fait beaucoup de tués, et même des mouvements au niveau de la Tunisie. C'est cet accident qui bouge, il prend naissance normalement à partir de la dorsale océanique. Vous savez, les failles transformantes, donc qui décalent un petit peu ceci. Voilà donc la limite du craton ouest, la limite du domaine anti-atlantique et saharien, qui est en quelque sorte la limite du craton ouest africain, c'est ceci. C'est l'accident sud-atlantique. Voilà l'Atlas, l'accident sud-atlantique. Donc on va parler beaucoup sur cet accident. Voilà donc c'est sa limite nord. Alors donc du côté ouest, donc vous savez bien. Et voilà, et il est limité de ce côté-là par l'Algérie et de ce côté-là par la Mauritanie. Alors, l'anti-atlas, donc, il a un socle protérozoïque, alors que la partie nord de la dorsale argibate, il contient des terrains archéens. Vous vous rappelez ce que je vous dis tout à l'heure, la subdivision du précambrien. Nous avons l'aïdien, nous avons l'archéen, et puis le protérozoïque. Au niveau de l'anti-atlas, ما عندناش l'archéen, juste le protérozoïque, c'est-à-dire la partie supérieure d'être le précambrien. Alors qu'au niveau de la dorsale argibate, nous avons le protérozoïque ici, et ça continue vers l'Algérie, et nous avons l'archéen, c'est tout ce qui est rose, violet, etc. Entre l'anti-atlas et la dorsale argibate, nous avons un synclinal. C'est ce qu'on appelle le bassin du Tindouf. Bien sûr, le bassin du Tindouf, il commence depuis là, mais ça continue en Algérie. Normalement, avant le colonialisme, il faisait partie des territoires marocains et c'est la France qui l'a attribué à l'Algérie. Et ils ont de la chance parce qu'il est très riche en pétrole. Donc voilà le bassin. Donc nous avons l'anti-atlas qui est le socle dialo, c'est protérozoïque, c'est donc la fin du précambrien, alors que la dorsale argibate, on trouve l'archéen. Ici, je reviendrai là-dessus bien sûr, et puis ici le protérozoïque. Voilà, toutes ces formations-là, bien sûr, elles sont recouvertes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des séries transgressives du Cambrien, c'était le Paléozoïque, mais le Cambrien jusqu'au Carbonifère, et ceci donc, mais ils sont bien sûr déformés par l'orogenèse hercynienne, comme vous allez le voir lorsque vous allez voir le Paléozoïque. Tout ça du Précambrien, alors que ça c'est du Paléozoïque, c'est-à-dire l'ère primaire, même le Cambrien, tel le Carbonifère. Ils sont bien sûr déformés par l'orogenèse hercynienne et qui a déformé et le socle et bien sûr la couverture. Alors l'autre domaine, c'est le domaine atlasique et mésétien, dont je vous ai parlé maintenant, donc c'est les deux atlas et la méséta. Alors ils sont situés entre quoi et quoi? Entre l'accident sud-atlasique, ou à la limite, donc voilà les deux, et le domaine rifin. Donc, il est la limite supérieure de ce domaine anti-atlasique et mésétien. Donc, il est limité au nord par le Rif et ici par l'accident sud-atlasique. Et il est formé de deux domaines. La méséta, qui est formée par un socle paléozoïque, précambrien, paléozoïque, l'ère primaire, avec bien sûr une couverture un petit peu mésozoïque, cénozoïque, mais elle n'est pas très importante. Alors, le Haut Atlas et le Moyen Atlas, c'est essentiellement l'ère secondaire et l'ère tertiaire. D'accord? Donc, ici, nous avons un socle. D'ailleurs, vous étiez dans Jbilat, si vous avez déjà fait de sortie, etc. Donc, vous avez travaillé sur le Paléozoïque, l'ère primaire. Et la même chose ici. Et le Haut Atlas, donc, c'est récent. D'ailleurs, essentiellement, tout ce qui est bleu, c'est essentiellement jurassique. Voilà. Donc, situé entre l'accident sud-atlasique et le pré-Rif. Donc, il est constitué par les mésétas, un socle paléozoïque,
depuis le Cambrien jusqu'au Carbonifère, qui est constitué essentiellement par des terrains mais sédimentaires avec une intense activité volcanique, bimodal ou visien. Bimodal, ça veut dire un magmatisme basique et un magmatisme acide. Voilà, donc des terrains sédimentaires avec une activité volcanique fluvisienne, c'est-à-dire la fin de l'eau, avant le Carbonifère, ça fait partie du Carbonifère. Ce socle, c'est-à-dire le socle de la meseta, il était structuré par l'orogenèse hercynienne, comme on l'a vu sur Spilett, qui est responsable, bien sûr, de la mise en place de tous les granites dont on vous parle, Spilett. Et puis, on a la couverture, le Haut Atlas et le Moyen Atlas. Elle est formée des terrains essentiellement carbonatés, mésozoïques et cénozoïques, c'est-à-dire le paléozoïque, c'est l'ère primaire, le méso, c'est l'ère secondaire, mésozoïque, et le cénozoïque, c'est l'ère tertiaire. Alpha, vous êtes obligé, parce que quand même, c'est l'histoire de la Terre, c'est l'histoire de la géologie, etc. Donc, la meseta, elle est formée par un socle paléozoïque qui est structuré par l'orogenèse hercynienne, et le Haut Atlas et le Moyen Atlas, il est formé par une couverture dièle secondaire et tertiaire. Voilà. Essentiellement, donc le domaine rifin, donc le rif, il est constitué par un noyau cristallophilien, c'est-à-dire de roches magmatiques et de roches métamorphiques, d'âge paléozoïque, autour duquel donc ils sont disposés d'une façon concentrique, c'est-à-dire kilobord de partout, des formations carbonatées et schistogrézeuses dièle mésozoïque et le tertiaire. Alors lui, il est affecté par la tectonique alpine ou bien atlasique comme le Haut Atlas. Je voulais vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ouais, je ne sais pas, la diapo elle a disparu toute seule. Comment je peux revenir? Donc je m'ignorais, non? L'enregistrement a démarré, cette réunion. Non, monsieur, le temps qu'on affiche. Hein? Donc je m'ignorais, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas Sinon, on pourquoi voit j'ai... le diapo. Vous voyez la diapo, vous? Oh, oui. Oui, oui. Oui, Moi, je monsieur. la vois pas. Est encore affiché. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je la vois pas. Je l'ai perdue. On voit Hmm. aussi le curseur. Oui, exactement, parce que maintenant, je vois vos profils. Comment je peux le quitter? Vous voyez, moi, je vois les profils d'Yalcom, des photos, etc., mais je ne vois pas la diapo. Comment je peux venir sur la diapo si vous avez une idée? Je pense qu'il faut faire un partage d'écran. L'écran, Galia, arrête. Il est déjà partagé. Donc, je vais refaire. Donc, je vais le refaire et puis je vais voir.